Quand tu rentres au bout de 5 ans, c'est-à-dire que si tu as payé ta fiscalité pendant 5 ans en dehors de la France, quel que soit le pays, si tu en as fait 3 ou 4 pendant les 5 ans, tu peux bénéficier du régime d'impatriation. Et pendant 8 ans, tu peux avoir jusqu'à 30% de ton salaire qui est exonéré. Et petite cerise sur le gâteau, pendant 5 ans, tu es exonéré à l'IFI de tout l'immobilier étranger que tu as pu constituer. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Nous voilà partis pour ce nouvel épisode de La Martingale avec une invitée de choix pour parler d'un sujet qui peut nous paraître lointain pour certains, proche pour d'autres, passé, avenir. Voilà, on va parler de l'étranger. Alors pas des étrangers parce que on fait pas un podcast pour le Rassemblement national, je fais pas de politique, mais un podcast sur l'étranger où alors, il pourrait y avoir l'investissement à l'étranger, il va y avoir un peu l'investissement à l'étranger, mais surtout le départ, le retour, les proches, les mariages, les enfants, les doubles nationalités, enfin énormément de choses qui peuvent en fait nous arriver. D'ailleurs, j'ai une question que je t'ai pas posée encore en préparant tout ça qui me vient là comme ça, tu vois, mais et comme quoi il y a plein de cas de figure auxquels tu t'attends pas et sur lesquels il faut vraiment se poser. Il y a probablement aussi pas que des menaces, je vois ça sous la menace, mais aussi des belles opportunités, j'imagine. Et voilà. Alors, Christelle Bigransoli, tu es mon invité pour ça. Avant de rentrer de plein pied dans cet épisode, pourquoi est-ce que tu es totalement légitime et le meilleur choix pour cet épisode ? Je le sais, moi, mais je te le demande quand même. Alors, bonjour à tous déjà et merci pour l'invitation. Alors, je ne sais pas si je suis la plus légitime pour parler. Moi, je le dis, mais toi, tu ne peux pas le dire, évidemment. Humblement, mais très clairement, j'ai vécu plus de 15 ans à l'étranger, dans différents pays, et aux États-Unis en particulier, qui, Dieu sait, est un pays complexe, comme certains qui l'ont vécu le savent bien. Et puis, parce que cela fait un peu plus de 16 ans maintenant que j'officie dans la gestion de patrimoine international, spécialisée dans les non-résidents, entre autres. On s'occupe aussi des résidents français, bien évidemment. Et donc, on a vu partir certains de nos clients, revenir, et ce, dans à peu près les grands pays du monde de l'OCDE, pour faire simple. Voilà. D'accord. Les États-Unis, juste pour revenir, et l'OCDE, mais les États-Unis, tu dis ça, c'est un pays très compliqué. C'est à la fois aussi un pays plein d'opportunités. Enfin, on le voit comme ça d'un point de vue business, mais d'un point de vue notamment alors fiscal, c'est pas si fou que ça en fait. Alors, il y a plein d'idées. Si je comprends bien, déjà, si t'es, moi, je vois quand j'investis, on me dit souvent, est-ce que tu es US, alors pareil, US citizen, c'est ça, hein? US person. US person. Alors, je sais pas ce que ça veut dire US person, mais donc je sais que je ne le suis pas, mais. Alors ça tient de quelque chose qui est assez compliqué à comprendre. C'est en 2014, il y a une loi qui s'est appliquée, qu'on demandait les États-Unis à tous les pays partenaires. Grosso modo, il faut comprendre que lorsque l'on est américain, c'est-à-dire une US personne, on est mondialement responsable fiscalement, c'est-à-dire qu'on est fiscalisé sur l'ensemble de ses assets, que ce soit financier ou immobilier, et après, éventuellement, on appliquera les conventions bilatérales si elles existent. Donc les États-Unis ont l'habitude d'avoir des citoyens qui se déplacent et qui vont partir en Asie, en Europe, un peu partout dans le monde. Et ils n'arrivaient pas forcément à connaître l'ensemble des assets de ces expatriés américains. Donc ils ont fait quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'ils ont exigé de l'ensemble des pays partenaires de l'OCDE notamment, de signer et paraffer cette fichue loi FATCA qui dit simplement que tous les investissements, tout ce qui est bancaire seront désormais rendus aux États-Unis avec le nom de la personne, ses numéros, ses montants.
Et tant et si bien qu'aujourd'hui, un couple de personnes âgées de 70 ans qui remplissent une assurance vie, on leur demande si oui ou non ils sont US personnes ou s'ils ont des US personnes dans leur cercle familial. Donc si tous les pays faisaient pareil, on aurait Afghan person, French person. Voilà, c'est exactement ça. Et donc après, il y a une difficulté supplémentaire qui s'ajoute, c'est que les banques et les assureurs trouvent ça tellement compliqué que du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ferment l'autorisation aux Français. Américains. Okay. Alors les Américains, à la limite, c'est pas trop grave, mais les Français qui vont aux États-Unis n'ont plus le droit d'ouvrir de compte bancaire ou se voient. Et US person, c'est par exemple si tu as un visa ou une green card, tu es US person ? Alors la question est excellente, effectivement. Donc tu es US person si tu es américain. Ouais. Parfois, tu es juste né aux États-Unis et donc tu es un Américain un peu accidentel. Et là, c'est un enfer parce que si tu n'as pas déclaré à l'IRS américain tous tes impôts depuis tes 18 ans, ça va être compliqué. Et c'est très difficile d'y renoncer sans avoir à payer rétroactivement. Tu es aussi US person si tu vis sur le territoire américain. Donc du coup, ça inclut tous les expatriés qui sont sous visa ou sous green card aux États-Unis. Sachant que ça, dans la norme, juste pour comprendre, la base de la fiscalité, alors au moins en France, si je comprends bien, c'est que tu es résident fiscal en France, tu habites 6 mois et 1 jour en France, ou enfin je simplifie peut-être, mais j'ai l'impression que dans les gens notamment qui ont vendu des grosses boîtes, souvent ils vont en Belgique, au Portugal ou à l'île Maurice, et ils y habitent généralement 6 mois et 1 jour qu'ils peuvent prouver, et puis le reste du temps, ils sont en France ou... Alors c'est encore une excellente question parce qu'effectivement entre les expatriés, même parfois, il se dit toujours cette histoire des 6 mois, les fameux 183 jours. Mais là, on applique, alors je ne veux pas enquiquiner les auditeurs avec des textes des impôts, mais s'ils veulent s'y référer, c'est le 4B du CGI. En fait, il y a plusieurs conditions. C'est pour être résident fiscal français, par exemple, il faut vivre 183 jours en France. Quoi qu'il arrive, si tu vis 183 jours en France, tu es résident fiscal. Ouais. Mais pas que. C'est-à-dire que si tu as des revenus, tu habites à l'étranger et que tu as des revenus plus importants, donc le centre de tes intérêts économiques est en France, du coup tu bascules sans le savoir ou en le sachant, mais mal. Même si tu n'es pas français. Même si t'es pas français, effectivement, tu es résident fiscal français. Je sais pas moi, t'es marocain, tu fais 50% de tes revenus qui viennent depuis la France, enfin 52%, et tu es résident fiscal français pour l'administration française. Exactement. Okay. Et donc, du coup, ton immobilier aussi peut représenter un asset qui rentre en ligne de compte. Alors, je pense qu'il vaut mieux l'illustrer par des exemples précis. Par exemple, on a un client qui est aux États-Unis actuellement, donc il est marié, il a eu des enfants là-bas, donc ils sont américains, et il se trouve qu'il a perdu ses parents et reçoit des dividendes chaque année qui sont 2 fois plus importants que ses revenus de salaire. Eh bien, pour la France, il est considéré comme résident fiscal français. Mais c'est là où c'est le bordel, parce que j'imagine que pour les Américains, il est considéré comme résident fiscal américain. Oui, mais ça, on sait très bien le traiter. C'est-à-dire qu'il sera prélevé à la source pour ses salaires, et il rendra compte à l'IRS américain pour ses salaires. Mais sur le reste, la France peut le fiscaliser comme un résident fiscal français. Et alors, si ma mémoire est bonne... on reviendra éventuellement là-dessus, parce que c'est quand même assez drôle. Drôle, je sais pas, mais en tout cas intéressant. Si ma mémoire est bonne, quand tu es US personne, ou au moins en tout cas citoyen américain, que tu vis dans un autre pays dans lequel la fiscalité est plus intéressante, la différence entre ta fiscalité de l'autre pays, mettons que je m'installe en Belgique ou comme je disais tout à l'heure au Portugal, que j'ai des grosses économies d'impôts, normalement la différence je dois la rendre aux États-Unis, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc l'Américain peut pas finalement techniquement, en tout cas au moins en perso, défiscaliser ses... Exactement. Voilà. Sauf s'il va dans une organisation internationale comme l'ONU ou d'autres qui leur permettent de ne pas être fiscalisés. Donc souvent, on voit les Américains qui aiment l'international travailler pour des organismes, les ambassades, je crois l'OCDE, les ambassades, puisque de fait, ils n'ont pas à répondre de la fiscalité du pays dans lequel ils sont. À la fois, tu te dis, en soi, c'est
c'est pas idiot, je veux dire, finalement, non, mais tu as une nationalité, tu peux te dire, tout comme je parle français, je connais l'histoire de France, j'ai un certain nombre de choses, bah, je paye mes impôts en France, ou en tout cas, je réponds à, on va dire, au cadre fiscal français, je l'assume, puis si je le veux pas, je dégage, tu vois, entre guillemets. Je veux dire, ça peut se défendre. Oui, il n'y a pas de jugement de valeur, effectivement, à avoir sur le sujet. Moi, je suis complètement d'accord. Là où je trouve que c'est plus compliqué pour moi à accepter, c'est qu'on demande à la France de faire la chasse aux potentiels resquilleurs américains et imposer ça à nos papis et mamies dont je parlais tout à l'heure, qui sont franco-français et qui ne comprennent pas pourquoi ils ont assigné un document FATCA pour dire qu'ils ne sont pas US personnes. Il y a un rayonnement de tout le monde, des gens qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Compris ce que j'allais dire en revanche, là où ça me semble n'importe quoi, c'est qu'on impose ça aux contribuables américains, enfin à l'US personne, je ne sais pas si je peux appeler le contribuable. Mais en revanche, l'US compagnie, alors là, genre, elle peut être, en tout cas pendant longtemps, elle peut être basée aux Bahamas, Caïmans, je sais pas quoi, Apple, payer 0 impôt en Europe, aux États-Unis, hop, enfin je dis Apple, Amazon et tout le monde, et puis salut, au revoir. Enfin, moi, ce que je trouve, d'ailleurs, McKinsey, pour les citer aussi, ou des gens comme ça, ce que je trouve d'ailleurs absolument dégueulasse, parce que pour le coup, moi étant entrepreneur, j'ai une vraie concurrence déloyale, là, autour de 20-30% d'impôts pour certains énormes groupes, ce qui me scandalise, quoi. Mais tu as tout compris. C'est-à-dire que le contribuable n'est pas traité de la même façon que les entreprises aux États-Unis. Et c'est bien là tout le drame. Et c'est pour ça que l'Europe se bat pour qu'à minima, les entreprises que tu viens de citer, hein, les grands groupes américains, puissent à minima payer une fiscalité minimum pour éviter cette concurrence effectivement déloyale. Mais c'est le pays par excellence de l'entrepreneur et de la fiscalité allégée pour les entreprises, effectivement. Alors, je ne fais pas de politique dans mes podcasts, mais ça donne une bonne raison d'être pro-européen, ce qui ne veut pas dire que l'Europe est efficace et efficiente dans tous les cas de figure. On pourrait te parler d'Irlande. Mais on peut en parler d'ailleurs. Donc très bien. La question que j'allais te poser, c'est ok, bon, tout ça c'est très bien, ce dont on parle depuis le début, mais moi, je m'appelle Mathieu Stéphanie, j'ai vécu à Londres en 2005, j'ai vécu 6 mois à New York en 2000, et puis là je compte pas forcément partir, je trouve que Paris c'est très bien, finalement mon contexte me colle ici avec mes podcasts, mes enregistrements, etc. Je trouve que même finalement l'environnement fiscal n'est pas complètement déconnant, on paye beaucoup mais pas trop, le contexte me va bien. Donc en quoi tout ce qu'on va dire aujourd'hui peut me concerner? Dans quelle mesure en fait l'étranger partir, venir peut quelque part me toucher quelque part dans les investissements que je vais faire là, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles je peux pas investir au cas où, ou enfin qu'est-ce que tu vois de choses qui sont inattendues dans la vie de certaines personnes, certains de tes clients? Alors déjà, il faut savoir que tu as des enfants, ils vont aller faire des études à l'étranger, au moins dans un parcours, école de commerce, école d'ingénieur. Ils vont partir. De plus en plus tous les parcours. Voilà, ils vont partir, un an. Aujourd'hui, on va travailler assez facilement à l'étranger, ne serait-ce que l'Europe, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Il ne faut pas oublier qu'il y a le mot personne derrière. Donc il est assez facile pour un Français d'aller travailler en Espagne, en Italie ou autre. Et forcément, tôt ou tard, soit comme tu l'as dit dans tes investissements, soit parmi tes enfants et ta famille, les choses vont devenir internationales à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, on le voit chez nos clients français, tôt ou tard, on a un petit bout, un oncle, une tante, un frère, un cousin, quelqu'un qui habite à l'étranger, si ce n'est pas les grands-parents qui vont s'expatrier pendant leur retraite à l'étranger. Donc, il faut savoir que la gestion de patrimoine doit s'intéresser à ces sujets-là, parce qu'on ne peut pas conseiller quelqu'un sans intégrer cet aspect international, ne serait-ce que pour lui dire « Attention, si vous investissez là-dessus et que vous partez à l'étranger, vous allez avoir des problèmes. » Donc, pour nous, il y a 3 volets importants et on aurait peut-être même dû commencer par ça pour faire un peu l'analyse d'une situation. Il y a l'aspect civil, l'aspect fiscal, dont on a déjà entamé pas mal de sujets, et l'aspect patrimonial. Et l'aspect civil est déjà un point essentiel pour le conseil. Alors, c'est quoi ? C'est
ça fait partie des plus grands dangers, selon moi, d'un patrimoine international ou d'une situation internationale. Alors, on va en citer 2 grands qui sont assez imagés, donc tout le monde va réussir à comprendre en quoi cela peut être perturbant. Donc, c'est déjà tous les gens qui sont mariés entre 2012 et 2019, puisque on est français, on est soumis au Code civil français. Ça concerne pas mal de gens qui nous écoutent, peut-être déjà. Ouais. Ça déjà, tout le monde est concerné par la façon dont il est marié. Mais on est aussi, et on le sait moins, soumis à des règlements européens, dont 2 règlements dont je vais parler en matière de civil, qui sont les règlements européens sur les régimes matrimoniaux, comment je suis mariée, et les règlements européens sur les successions. Alors, comment je suis mariée, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit à répondre à des questions simples qui sont qui va récupérer quoi et combien si je divorce ou si je décède. Et les successions, c'est dans quel pays je vais être soumis à la loi si il m'arrive quelque chose. Donc, quand on a de l'international, alors ça peut être comme moi, par exemple, qui suis mariée avec un Italien, ou ça peut être quelqu'un qui part vivre à l'étranger. Quelle idée, hein. Quelqu'un qui part vivre à l'étranger. Eh bien, si on est marié sans contrat entre 2012 et 2019, notre régime matrimonial va être perturbé et modifié. Alors, bien évidemment, on ne t'envoie pas de faire part de mariage. Et ça, dans 2 ou 3 situations. La première situation, c'est si tu t'es marié entre 2012 et 2019 et que tu es parti dans les 2 premières années dans un pays étranger. Le UK, les États-Unis, par exemple. Donc, le pays en question, c'est le régime séparatiste qui s'impose. Donc, toi, tu penses être parti tranquillement avec ton épouse, mariée en communauté de biens. Ton épouse a arrêté peut-être de travailler. Ou l'inverse d'ailleurs, ton époux. Ouais. Ou l'inverse, mais je pensais à toi et ton départ à Londres. Très bien. Donc tu pars à l'étranger, donc le conjoint arrête de travailler, mais se dit, bon, de toute façon, c'est pas très grave, tout ce qu'on a accumulé nous appartient à 50-50. Que nenni, parce que tu as basculé dans le régime séparatiste avec des lois différentes. Par le fait d'avoir fait 2 ans à l'étranger au début. Dans les 2 premières années, voilà, parce que t'as pas du tout solidifié ta résidence habituelle au départ. L'autre cas, c'est quand tu as vécu 10 ans dans un pays. Donc tu vis 10 ans aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple. Je prends toujours des régimes séparatistes parce qu'ils sont éloignés du régime légal français de la communauté. Donc là, c'est pareil, tu vas rebasculer dans un régime séparatiste. Et puis, la troisième façon de changer de régime matrimonial, c'est lorsque tu retournes vivre dans le pays où tu as une nationalité commune. Donc, par exemple, c'est pas mon cas, mais imaginons que je sois aussi italienne et que je retourne après 10 ans aux États-Unis, en Italie, boum, je rebascule sur le régime légal italien. Et tout ça, on va se dire, oui, mais so what ? Oui, mais sauf que en cas de divorce ou de succession, on va aller analyser chaque régime et chaque investissement en se disant, là, par exemple, tu auras changé 3 fois de régime matrimonial et on va se dire, de temps à temps, vous étiez en communauté, de temps à temps, vous étiez en séparation et puis vous avez basculé dans un autre régime matrimonial. Donc, on applique le régime matrimonial. Autant dire un enfer pour les avocats de divorce et de... Donc, malheureusement, peu de gens sont informés, surtout ceux qui nous écoutent pas, parce que ça fait longtemps qu'on prêche cette parole-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un petit truc à faire de rien du tout, qui coûte 500 € et qui va définitivement et de manière rétroactive désigner ton régime matrimonial comme étant le régime X ou Y français. Et ça, c'est la désignation de loi applicable à son régime matrimonial. D'accord. Donc pour 500 €, tu règles définitivement le sujet. Ça, tu fais quoi ? C'est un contrat que tu fais, un acte notarié ou... Exactement, c'est un acte notarié sur lequel tu désignes la loi applicable. Donc ça, c'est le premier point qui est quand même hyper important. Le deuxième point, on l'a vu sous un angle un peu original, mais un peu inversé. La fiscalité. Donc, pardon, non, toujours le civil. Toujours le civil, ok. Alors, la règle d'or, en gestion de patrimoine international, c'est de ne jamais mélanger le civil et le fiscal. Ok. Donc je répète, le civil, c'est toujours qui récupère quoi et combien en cas de divorce ou de succession, et le fiscal déterminera quel est le pays qui va fiscaliser. Et les deux ne s'interagissent pas. Le fiscal devient la conséquence du civil, par contre.
Donc, pour revenir au deuxième règlement, c'est depuis 2015, un règlement européen s'est instauré et dans son article 2 dit qu'il est universaliste. Donc, tu es français, quel que soit le pays dans lequel tu pars. Si ça devient ta résidence habituelle, tu es soumis à la loi de ce pays-là. Donc, tu pars à Bali, ou tes enfants partent demain s'installer à Bali, ils seront soumis à la charia du pays. On parle de loi fiscale ou de loi générale? Non, de distribution, toujours pareil. Okay. Toujours pas la fiscalité. Hein. Règle d'or, Ok, pas se mélanger les pinceaux. Okay. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Et l'illustration... Mais ça, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Donc, moi, je vais en vacances 2 jours à Bali, je suis soumis à la loi balinaise. Non, parce que tu es français, tu vis en France, et ta résidence habituelle est en France. Oui, mais je peux pas rouler à 90 sur les routes, si la loi te dit que c'est 60. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais je cherche la petite bête. T'as raison, il faut être précis. La résidence habituelle, c'est la résidence à laquelle tu vis avec ta famille, où tu vas travailler. Voilà. Si tu pars en vacances, bien évidemment, même 4 mois de vacances, ça n'est pas ta résidence habituelle. Voilà. Mais je dois quand même respecter les lois locales. Ah bien sûr, oui. Ça va comme partout. D'accord. Mais donc c'est pour ça que je te dis, j'essaie de comprendre la différence entre les lois fiscales et le civil. Ça veut dire c'est par rapport à justement à des choses sur le plus long terme de ta vie, c'est ça, comme les mariages ou les choses. Ah oui, c'est ça. En fait, le civil dont je parle, c'est les règlements européens, donc la Convention de La Haye pour les régimes matrimoniaux et le règlement européen sur les successions. Okay. Ça, c'est supranational. Tous les textes européens sont supranationaux. Okay. Et donc, en tant que Français, tu es donc soumis à ces règles-là. Alors, bien évidemment, on les connaît moins parce que déjà, tout le monde ne part pas à l'étranger ou ne vit pas à l'étranger. Et en plus, on a déjà du mal à comprendre le code civil. C'est en plus, il fallait tous connaître le code européen, les règlements européens, ce serait un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je suis soumis dans un pays musulman ou alors je sais pas d'ailleurs, faut pas confondre. En tout cas, un pays soumis à la charia, qu'est-ce qui peut m'arriver? Alors, effectivement, tous les pays musulmans ne soumettent pas à la charia puisqu'ils peuvent renvoyer à la loi nationale en disant, moi, lui, il est français, je ne connais pas la réglementation française. S'il venait à décéder chez nous, il sera directement rattaché au code civil français. Alors, qu'est-ce qui se passe dans pareil cas? Alors déjà, au niveau psychologique, c'est pas forcément évident parce que ça veut dire que la succession ne s'ouvre plus auprès d'un notaire français, mais s'ouvre auprès d'un équivalent notaire, parce qu'il n'y a pas des notaires dans tous les pays du monde, étrangers. Voilà. Donc ça, c'est déjà un problème. Et le deuxième problème, c'est effectivement qu'on va privilégier le genre masculin plutôt que le genre féminin si on parle de charia. Et donc pour ça... À Dubaï, par exemple, il y a... Oui, c'est pareil. À Dubaï, on va parler de Dubaï après. Ça, c'est rigolo. Je ne m'attendais pas à celui-là parce qu'il y a quand même beaucoup d'influenceurs à Dubaï. Les Émirats arabes. Ouais. Et donc là, ce que l'on peut faire, c'est un testament qui s'appelle une professio juris. Donc c'est exactement la forme d'un testament, mais ça porte un nom particulier. Hein. On est des latins, hein, donc on aime bien mettre un peu de nom latin. Et là, on va désigner la France comme étant applicable à sa succession. Dans la plupart des pays, ce sera applicable, c'est-à-dire qu'on regardera s'il y a un testament, et s'il y a un testament avec cette fameuse professio juris qui dira « je désigne ma loi applicable à ma succession comme étant la France ». Dans ce cas-là, on revient à un schéma classique qui est la succession française. Donc il y a quasiment en fait que des exceptions, quoi. Peut-être à part en Europe où ça a dû être harmonisé un minimum. Non, même pas tant que ça. Et non, même pas, parce que si tu décèdes en Suisse ou en Allemagne, tu es soumis à la loi. Alors, le code civil allemand est très inspiré du code civil français, mais si tu vas en Belgique, par exemple, c'est pas les mêmes façons de distribuer. Le conjoint n'a pas les mêmes avantages ou est à égalité avec les enfants. C'est pas tout à fait pareil quand même. Oui, c'est vrai que j'avais une question sur le 2012-2019 parce qu'il s'est passé quoi en 2019? La loi a changé? En fait, effectivement, entre 2012 et 2019, il y a eu des jurisprudences, les choses ont évolué, et puis on s'est dit que c'était quand même pas très sympa de faire peser de manière complètement nébuleuse, c'est-à-dire sans connaissance des couples, le fait qu'ils étaient soumis à une mutabilité du régime matrimonial. Donc à partir de 2019, on a déterminé
que même si le couple n'avait pas choisi le contrat de mariage, sa loi applicable était celle dans laquelle il s'est marié. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Ouais, sachant que on peut pas tout couvrir d'ailleurs, parce que même toi, je suis sûr que t'as pas tout couvert, tous les cas de figure possibles, mais non, parfois il y a des trous dans la raquette. Pour avoir eu des potes qui divorçaient aux États-Unis, par exemple, c'est vite le bordel de savoir quel régime matrimonial. Et c'est pour ça que c'est important, parce que quand tu vis à l'étranger, déjà, et que tu divorces, c'est malheureux, mais ça peut arriver, ton conjoint, il peut faire le choix du juge français ou du juge étranger. Alors bien évidemment, s'il est malin, il va choisir le juge le plus sympa par rapport à sa situation. Donc le fait de figer ton régime matrimonial fait aussi que tu ne peux pas choisir n'importe quel juge. Voilà, un des premiers gros apprentissages ici, c'est potentiellement de faire ça. Si dès qu'on bouge à l'étranger, figer son régime matrimonial et figer aussi sa succession. Déjà pour les ayants droit, c'est-à-dire le conjoint survivant et les enfants, le fait de se retrouver déjà de matcher le régime matrimonial, parce que quand tu décèdes, on liquide le régime matrimonial. Et ensuite, on distribue la succession, pour le dire simplement. Donc, si les lois régime matrimonial et lois successorales se matchent, c'est quand même beaucoup plus facile. En plus, ça reste dans un contexte de langue française, parce que aller décéder en Suède avec un notaire équivalent en suédois, c'est pas toujours simple. Et puis aussi, il se peut qu'il y ait des bouts de succession qui vont se régler aussi en France. Et ça complexifie quand il y a plusieurs notaires pour travailler. Mais l'exemple que je peux te donner, on en avait parlé au cours de la préparation, inversement, c'est l'exemple de Johnny Hallyday. Ça va parler à tous tes auditeurs, tout le monde comprend. Tout le monde a suivi les batailles entre Laetitia Hallyday et ses beaux-enfants. Et en fait, lui, il aurait pu inversement, parce que tu peux choisir la loi française, mais tu peux aussi choisir la loi du pays dans lequel tu vis. Donc si Johnny était passé par notre cabinet, on lui aurait conseillé de désigner la loi américaine. Ça lui aurait coûté un testament de peut-être, alors c'est plus cher aux États-Unis, on va dire 2 000 €, alors que là, il a payé des avocats une fortune pour préparer sa succession. Et au final, ça a été le bazar, parce qu'il est venu décédé en France, où il avait les liens les plus étroits, donc il n'y avait pas à tortiller sur le fait qu'il était resté 6 mois, 9 mois ou 12 mois, il est resté longtemps, il est décédé sur place, et à juste titre, ses enfants ont dit « Ah non, mais en France, il y a la réserve héréditaire qui s'applique, donc on doit avoir une partie de l'héritage ». Donc Laetitia, au début, a dit « Non, c'est pas comme ça, il a fait un testament ». Bah non, son testament n'était pas applicable, en raison du fait qu'il était soumis à la loi française. Ça veut dire que je peux avoir fait toute ma fortune en France sur, tu vois, du culturel ou peu importe, de l'industriel français, et un jour je suis malade et puis je me dis tiens, je vais aller m'installer dans tel pays, aller mourir dans tel pays pour avantager ma succession, c'est possible ça ? Bien sûr, et je peux te dire que certains ne s'en privent pas. Donc déjà, la réserve héréditaire, c'est très français, on y est très attaché et on ne se rend pas compte que ce n'est pas le cas dans d'autres pays. La seule chose que tu ne pourras pas faire, c'est sur l'immobilier. Parce qu'il y a une règle d'or sur l'immobilier. Quand tu investis dans l'immobilier, je pense qu'on va en reparler pour la fiscalité, c'est les revenus et les successions sont toujours réglés dans le lieu, a priori en grande majorité, sur le lieu de situation. Donc il y a un arrêt avec Maurice Jarre, qui est le père du fameux Jean-Michel. Et eux, par exemple... Un cousin de Gérard Majax, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, parce que peut-être les générations jeunes vont avoir du mal à nous suivre. Mais bon, bref, c'est un célèbre musicien, on va le faire simple. Et donc, eux, ils se sont battus justement sur l'immobilier parce que la réserve héréditaire est applicable sur l'immobilier. Sur les valeurs financières, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles doivent se régler dans le pays où le défunt est décédé, bien évidemment. D'accord.
Ok. Ouais, si tu veux vraiment optimiser, tu peux faire pas mal de choses. Donc, on a vu un peu le civil, sachant que même dans le civil, alors on va y rester un tout petit peu, mais tu peux avoir des cas de figure où tu as aussi comme tu le disais, toi, t'as pas des enfants qui sont nés un peu partout, où c'est un peu le... Ah si, moi, déjà, mes enfants ont la double nationalité. Plus pour la petite anecdote. Voilà, ça c'est pour les petites anecdotes. Ouais. Ils sont franco-italiens, voilà, un père italien, une mère française, rien de plus classique. Et il y en a un qui est né aux États-Unis, donc lui... droit du sol, boum, américain. Droit du sol, il est américain. Bon, il le gère très bien. Donc il est franco-italien-américain. C'est ça. Ok. Donc il le gère très bien, dans le sens où il est parfaitement au courant et informé. Donc tous les ans, il déclare à l'IRS américain sa feuille d'imposition. Voilà. Tu avais quelque chose à rajouter? Oui, je voulais juste rajouter, la problématique, c'est que déjà, ouvrir une assurance vie quand tu es américain, c'est un peu compliqué. Et la problématique, lorsqu'on a des enfants avec des nationalités différentes ou qui vivent dans des pays différents, c'est comment tu fais l'équité pour la succession. Parce qu'il existe effectivement beaucoup de conventions bilatérales entre tous les pays de l'OCDE qui règlent cette problématique de double imposition sur les revenus. Mais sur les successions, il n'y en a plus que 35. Donc si tu fais un tiers, tu peux te retrouver avec un qui paye 50% d'impôts et qui en fait va avoir que 1/6. Et c'est ça, tu as tout compris. Donc c'est très difficile de faire de l'équité. Tu as eu des apatrides? Alors je ne sais pas si vous voyez un apatride donc, qui n'a pas de patrie. Moi j'ai appris ça par exemple, si tu nais... peut-être que l'exemple n'est pas vrai, mais je crois que celui-là est bon. Si tu nais de parents brésiliens, où Brésil c'est droit du sol, et que tu nais en Chine où c'est droit du sang, tu as deux parents brésiliens, donc tu nais en Chine, dans lequel en fait c'est le droit du sang, donc t'as pas le sang chinois et t'as pas le sol brésilien, et tu nais sans nationalité, donc tu es apatride. Ça peut être cool d'être apatride alors pour plein de choses c'est pas cool, parce que il y a pas d'ambassade apatride dans chaque pays, donc évidemment t'as pas de passeport, t'as rien, mais au niveau fiscal ça peut peut-être être cool, non? Alors moi ça m'est jamais arrivé pour la simple et bonne raison que on ne conseille que les Européens déjà, donc on n'a pas de sujet sur la table dans notre cabinet, mais oui, effectivement, il y a des situations qui sont compliquées, mais en général, les gens essaient de se rattacher tôt ou tard avec un passeport, parce que ne serait-ce que pour voyager, ça paraît compliqué. Okay. Et dernière question sur la nationalité avant d'enquiller, parce que je suis très bavard et je suis très curieux. Typiquement, moi j'ai une opportunité, ma femme est suisse, enfin franco-suisse, mes enfants le sont aussi. Je me suis toujours dit, j'ai trop envie d'être suisse, tu vois, c'est cool d'avoir un deuxième passeport. Déjà, le passeport il est rouge, il est beau, tu vois, j'ai aucune... voilà, c'est quand même un peu chiant, faut aller faire un certain nombre de démarches, voilà. Et récemment même, on me dit qu'il y a des passeports influenceurs aux États-Unis. C'était David Laroche que j'ai reçu récemment. Et en fait, tu te dis, attends, moi, le plus j'ai de passeports, le plus je suis content. En fait, pas du tout. Si. Faut quand même faire gaffe. Alors, personnellement, tu vois, tu as parlé du passeport italien. Moi, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un passeport italien dans la mesure où on est en Europe. Oui. Bon, voilà, israélien, ce serait pareil, même sujet. Même si j'ai vécu 8 ans en Allemagne. Mais la Suisse, c'est sympa. Mais la Suisse, c'est pas inintéressant d'avoir son passeport suisse. Parce que, je croyais que c'était fini tout ça, moi. Alors déjà, les Suisses ont beaucoup de mal à accepter l'étranger, entre guillemets, qui vient travailler chez lui, mais il y a des postes qui sont assez intéressants. Et au niveau des droits de succession, c'est plus qu'intéressant d'être en Suisse. Donc, je serais toi, je sauterais sur l'occasion. Je vais double réfléchir alors. Très bien. Passons donc du coup à la fiscalité rapidement et aux grandes problématiques qu'on peut avoir. Là, c'est plus, j'imagine, en voyageant, si tu es français ou alors justement ce qui te lie. Moi, je vois plusieurs... choses à couvrir. Il peut y avoir, tu as parlé de retraite, on a parlé aussi des digital nomades, des gens qui veulent se rendre et être un peu partout dans le monde. Tu vois, un peu des statuts aujourd'hui qui sont plus si uniques, notamment après les pandémies et tout ça. En fait, moi, je connais quand même pas mal de gens directement, ou j'en vois aussi beaucoup sur LinkedIn et à droite à gauche, qui vont faire 2 mois à Bali, 2 mois au Brésil, 2 mois machin, et puis en fait, qui passent 3-4 mois de l'année en France, mais finalement, pas 183 jours, tu vois, quoi. Eh ben oui, mais les 183 jours, comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué à regarder, parce que qui te donne les revenus,
Et puis, les 183 jours, on va les regarder aussi sur 12 mois de l'année. C'est-à-dire que si tu passes 3 mois en France et juste 1 mois dans les autres pays, bah, tu resteras de toute façon résident fiscal puisque tu auras passé plus de temps en France. Pour les digital nomades, effectivement, c'est un vrai complexe. Alors, la France n'a pas eu besoin de légiférer pendant la crise du Covid, par exemple, parce qu'on a une souplesse en se disant que ce qu'on appelle le travel ban, c'est si tu peux pas voyager ou tu es bloqué par des grèves, le Covid, on a été l'exemple flagrant, on ne va pas t'appliquer les règles du Code général des impôts parce que tu es là par hasard et on ne va pas te dire que tu es français. Il y a certains pays qui ont facilité ces nomades, comme tu l'expliques, par exemple l'île Maurice. Te permet, alors c'est sympa en plus d'aller à l'île Maurice, il fait beau toute l'année, donc te permet d'aller là-bas sans basculer dans la résidence fiscale de l'île Maurice. Tu es juste là par hasard, donc tu peux conserver ta résidence fiscale française. Mais effectivement, il faut faire attention parce que d'autres pays appliquent les mêmes règles que les nôtres, et donc potentiellement tu pourrais être considéré comme résident fiscaux de l'étranger. Quels autres grands principes sur la partie fiscale faut-il connaître? Du coup, tu m'en as donné 2 sur la partie civile. Sur la partie fiscale, il faut avoir connaissance des règles internes du pays, là pour le coup, et des conventions bilatérales. Alors les règles internes du pays, si elles sont comme les nôtres, on les a rappelées, c'est 183 jours, les centres de ses intérêts économiques, notamment, et le fruit de son travail, de sa résidence habituelle et autres. Donc il y a beaucoup de pays de l'OCDE qui fonctionnent comme ça. Il faut aller regarder aussi les conventions bilatérales parce que parfois tu peux être à cheval entre 2 pays et ne pas le savoir. Donc si tu n'arrives pas à trouver la règle dans le pays dans lequel tu es, tu regardes les règles des conventions bilatérales et là les critères ne sont plus alternatifs, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un critère pour les règlements internes. Là c'est tu pars du premier critère, si tu as répondu à la question, ça va, sinon tu passes au deuxième critère et ainsi de suite. Tu peux imaginer par exemple quelques cas de figure? C'est compliqué parce que chaque cas est différent. Ce que je peux t'imaginer, c'est comment sans le savoir. Donc, tout à l'heure, j'ai donné un exemple. Je vais te donner un autre exemple d'une cliente qui est partie en Norvège vers ses 50 et quelques années avec 4 enfants étudiants à Paris. Et la Norvège et Paris, c'est relativement près. Et elle passait énormément de temps à faire des voyages entre la France et la Norvège. Et quand on a, à notre demande, je lui ai demandé de faire un tableur Excel avec ces différents voyages et on s'est rendu compte qu'ils étaient soumis à la résidence fiscale française du fait de ces nombreux voyages. Et ça n'avait pas que des incidences heureuses pour eux puisqu'ils avaient, c'était à l'époque de l'ISF, ils avaient conservé énormément de biens immobiliers en France et de finances. Et du coup, tu redeviens éligible à l'époque à l'ISF. Maintenant, c'est que l'IFI et que les biens immobiliers, mais ce n'est pas le même schéma si tu vis en France ou si tu es à l'étranger. Et avant de revenir sur 1 ou 2 cas de figure précis, tu m'avais parlé d'un 3e point ensuite. Je me suis trompé, tu me parlais du civil, du fiscal, non? Et du patrimonial. Et du patrimonial. Donc ça, c'est, comme tu le disais, notamment tes avoirs, tes assets, pardon, donc les choses que tu as. Donc typiquement, tu me disais tout à l'heure, si j'ai des appartements, j'ai acheté des appartements locatifs ou pas d'ailleurs, mais en France, que je pars à l'étranger, ils sont toujours imposés en France, ils sont toujours sur un régime de succession en France. Et donc c'est la même chose à l'étranger, partout, pas partout. Pratiquement, dans tous les pays de l'OCDE. La nuance qu'il va y avoir, c'est qu'en France, on va considérer, et on va voir à quel point dans le patrimonial ça peut avoir des conséquences, on va considérer que toutes les sociétés qui sont à prépondérance immobilière sont à regarder comme de l'immobilier physique en matière de revenus et de succession, donc imposable. SCPI, tout ça. Exactement. Donc imposable sur le lieu de situation. Donc ça, c'est un point important. Et de fait, quand tu investis aussi à l'étranger, parce que nous, en tant que Français, on peut se dire, si j'investissais en Floride. D'ailleurs, en tant que gestionnaire de patrimoine, on a été
pendant quelques années, ça s'est un peu calmé, heureusement. Énormément sollicité pour aller acheter des appartements à Détroit. Après la crise de subprime, c'était un carnage. J'ai pas mal de ou en Floride, avec des commerciaux qui négociaient, ils étaient mal tombés avec nous, mais qui connaissaient pas grand-chose et qui t'expliquaient que si tu investissais sur l'ouest de la Floride, tu avais de la chance parce que les tornades ne passaient jamais à l'ouest, mais toujours à l'est. Et qu'en matière de succession, il y avait zéro problème puisque tes héritiers héritent automatiquement sans droit de succession en Floride. Bon, peut-être, mais sûrement pas. En tout cas, pas pour la France. Parce que déjà, aux États-Unis et en France, on ne fiscalise pas les successions de la même façon. En France, ce sont les héritiers qui payent les fameux droits de succession dont on parle. Aux États-Unis, c'est le défunt qui règle la succession. Donc, c'est-à-dire on paye d'abord l'État, et l'État fédéral, parce qu'il y a 2 sources de revenus, et ensuite seulement on donne aux héritiers qui reçoivent du coup du net. Voilà, donc c'est pas du tout la même typologie. Et potentiellement, dans tous les pays où il n'y a pas de convention bilatérale sur les successions, il y a un risque de double imposition. Et puis c'est compliqué parce qu'il faut aller traiter avec le pays en question. Moi, si on me demande, à titre personnel, je n'achèterai pas d'immobilier à l'étranger, en tout cas tant que je réside en France, pour éviter justement ces problématiques complexes. Alors oui, mais c'est vrai que tu dis de plus en plus, je sais pas, moi je voyais à un moment les biens immo à Berlin, le prix, alors qu'a beaucoup augmenté, je crois, depuis quelques années, mais t'as acheté des trucs somptueux à 2000 € du mètre carré il y a pas 10 ans, tu vois. Donc tu te dis, bon, bah, finalement, même s'il y a une imposition forte à un moment, tant pis, vu les rendements qu'il y avait en face, parce que les loyers étaient quand même finalement assez élevés, il y avait un truc qui était quand même très différent de chez nous, quoi. Alors voilà, ça c'est la seule dérogation qu'on admet, après les gens font ce qu'ils veulent bien évidemment, c'est effectivement le coup de fusil. C'est-à-dire s'il y a une opportunité et que tu connais bien le marché et que tu sais ce que tu fais, alors il y a mieux que Berlin, il y a la Roumanie par exemple, alors, ça vaut rien du tout et il y a une rentabilité locative qui est particulièrement intéressante. Donc pour préparer ta retraite, parfois il vaut mieux peut-être investir effectivement en Roumanie qu'en France pour avoir des revenus complémentaires et avec une fiscalité qui est très faible sur les revenus immobiliers. Mais si c'est bien cadré, c'est bien géré et qu'on a connaissance des tenants et des aboutissants, il n'y a pas de souci. Je voudrais prendre un dernier exemple, peut-être, à moins qu'on ait oublié des choses, mais on verra ça après. Si je suis hardcore dans ma démarche et que je vais te poser 2 questions là-dessus, ou 2 pays, et que je veux juste défiscaliser comme un sagouin et partir, où est-ce que je vais en Europe, d'une part, et la deuxième, ce serait hors d'Europe. Je vois que beaucoup de gens vont à Dubaï, bah oui. Et en Europe, est-ce que, je te parlais de la Belgique et du Portugal, c'est toujours vrai ça c'est pour les gens qui ont vendu une boîte plus que les gens qui ont des revenus? Oui, voilà, c'est plutôt pour l'optimisation de chef d'entreprise, parce que tu peux aller négocier un peu ton imposition. La Suisse aussi, Malte est pas inintéressante. Bonjour, s'installer à Malte. C'est bien, il parle anglais, il fait beau. Le Portugal, ça s'est un peu atténué maintenant qu'ils sont un peu ressortis de la crise de 2008. Les fameuses exonérations sont diminuées. Il y a aussi l'Italie, si tu veux aller vivre dans des... Moi, j'irai pas, mais même si j'ai un mari italien, si tu veux aller vivre dans des endroits paumés au sud... en Calabre. Voilà, là, tu peux avoir des optimisations. Tu auras d'autres sortes d'impôts là-bas, je pense. Mais voilà, il y a plein de pays où il y a des optimisations fiscales. Après, ça, c'est l'expérience métier qui parle. Nous, on s'est rendu compte que tous nos clients qui sont partis pour des problèmes de fiscalité sont tous revenus avant 5 ans. C'est-à-dire que déjà, pour partir à l'étranger, mais ça, c'est de la psychologie, hein, on sort un peu des sentiers battus de la gestion de patrimoine. Il faut déjà accepter de laisser sa famille, souvent, de laisser sa maison de famille également. Les gens sont attachés à la pierre, sauf quand on est comme moi et qu'on a beaucoup bougé, d'accepter une culture différente, de parler la langue du pays. Et je peux te dire que nos clients qui sont partis au Portugal pensant bien faire, même si c'est très proche, ont beaucoup de mal avec la langue, avec la famille qu'ils ont laissée derrière eux. Et tôt ou tard, on le sait, ils vont rentrer en France.
Donc souvent, le bon conseil qu'on leur donne quand vraiment ils veulent partir, c'est de louer, de partir et de louer, de tester et de voir si ça leur plaît, et sinon de ne pas tout laisser derrière eux, voilà, en pensant que ça va être fun. Parce que la règle des 5 ans, souvent pour rappel, c'est pour ceux qui ont, alors soit sur un gros héritage, soit une grosse vente de quelque chose, si tu pars avec avec une bonne partie de tes actifs. On parle de exit tax. Ouais, l'exit tax, c'est ça, tu restes 5 ans à l'étranger, et puis on a oublié que tout ça avait été fait, t'as un peu un clean sheet, quoi. On a nettoyé ton petit... Oui, puis il y a d'autres avantages, hein, parce que là, on a parlé principalement des dangers, mais il y a aussi des opportunités. Quand tu rentres au bout de 5 ans, c'est-à-dire que si tu as payé ta fiscalité pendant 5 ans dehors de la France, quel que soit le pays, si tu en as fait 3 ou 4 pendant les 5 ans, tu peux bénéficier du régime d'impatriation. Et ce régime d'impatriation, alors je vais te le faire très simple parce que sinon c'est un peu compliqué. Welcome back, quoi. C'est ça. Voilà, welcome back. Ça, c'était pour réattirer des talents, et pas que des Français d'ailleurs, parce que si tu es, je sais pas, chinois ou japonais, tu peux en bénéficier. Et pendant 8 ans, tu peux avoir jusqu'à 30% de ton salaire qui est exonéré. C'est pas rien. Pas mal. Et petite cerise sur le gâteau, pendant 5 ans, tu es exonéré à l'IFI de tout l'immobilier étranger que tu as pu constituer. Pas mal. Alors, avant de clôturer tout ça, Dubaï, quoi. Dubaï, parce que tu vois, je te disais, moi, je vais pas partir, mais bon, comme je suis en train de devenir un influenceur, malgré moi, je vais peut-être finir par m'installer à Dubaï. J'enregistrerai là-bas, j'inviterai mes invités qui seront contents de faire un vol sur Emirates. Non, mais pourquoi tout le monde pourquoi tant de gens vont à Dubaï, en fait? Bah, tout le monde va à Dubaï parce qu'il n'y a pas de fiscalité. Donc Zéro. C'est le paradis fiscal. Le paradis fiscal, quoi. C'est le paradis fiscal par excellence. Mais bon, si tu as réglé Même les Russes vont à Dubaï, d'ailleurs. Voilà, même les Russes vont à Dubaï, les Ukrainiens, ouais. C'est le paradis fiscal, donc il y a une neutralité fiscale, donc c'est plutôt sympa. Après, la vie est quand même pas non plus totalement donnée. Je connais bien Dubaï. Mais si tu as réglé tes problématiques civiles en amont, c'est-à-dire ce qu'on a vu, les régimes matrimoniaux, ta succession, et tu as réglé la minorité de tes enfants aussi. Ça peut être utile. C'est-à-dire que on n'a pas les mêmes relations avec... alors, c'est pas très politiquement correct, hein, ce que je dis là. J'espère qu'ils m'en voudront pas, je les aime bien quand même. Mais on n'a pas la même facilité de discussion avec l'ambassade d'Angleterre ou d'Allemagne qu'avec Dubaï. Donc, quand tu as des enfants qui sont nés à Dubaï ou pas et qui sont mineurs, il faut nommer un tuteur. C'est-à-dire, tu nommes un tuteur, tu lui donnes l'autorisation de voyager avec tes enfants. Et si jamais les parents décèdent d'un accident de voiture un soir où ils sortent, ton tuteur local sait où sont les passeports, à la clé de chez toi, prend les enfants, les ramène en France et après on discute. Voilà, c'est pour première chose à faire pour histoire de faciliter les choses. Mais sinon, effectivement, il fait plutôt bon vivre. C'est un pays... alors, c'est un peu le Las Vegas des Émirats, hein, c'est-à-dire que on continue quand même à avoir une politique très dure dans les Émirats. Mais Dubaï a un statut particulier où on peut encore boire de l'alcool, fumer, sortir, faire la fête, pas se voiler. Être en maillot de bain, oui. Voilà, être en maillot de bain. Et donc, effectivement, je pense que tu fais référence à tous les influenceurs de la Terre et surtout de France qui partent effectivement à Dubaï. Alors, il y en a aussi qui y reviennent, ça c'est une évidence. Ils partent à Dubaï parce qu'ils payent a priori pas de fiscalité. Mais alors de quoi vit Dubaï s'ils ne reçoivent pas de fiscalité? Du pétrole et du tourisme. Du pétrole et puis de la construction, parce que c'est un prince saoudien des Émirats qui construit quasiment la totalité de Dubaï. Voilà, et puis ils ont... Et donc c'est pareil, il faut y passer plus de 183 jours, en tout cas, il faut que ce soit Alors voilà, donc c'est une bonne question. Alors si on veut faire un peu du people, je te dirais que, à ton avis, pourquoi les Marseillais vont tourner au Mexique ou je ne sais où, c'est pour pas avoir à remettre les pieds en France et rebasculer dans la résidence fiscale française, entre autres.
Et je pense alors moi je connais pas le sujet parce que j'ai pas de clients influenceurs, mais de près, mais je suppose qu'il y a des sociétés aussi un peu écran sur les Émirats, parce qu'il faudrait aussi éviter que ce soit TF1 qui paye en direct, parce que du coup, ils pourraient aussi dire nos revenus viennent de France, donc vous êtes résident fiscaux français. Ah là là, c'est vaste tout ça, et c'est vrai qu'on se dit, moi ce que je trouve assez intéressant, on peut pas, encore une fois, il y a autant de cas de figure que de cas personnels et de cas internationaux de pays à pays, parce que tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Tu comprends pourquoi notre métier est passionnant, ouais. Parce que à chaque famille, on fait des découvertes, et c'est pour ça qu'il faut énormément d'années pour bien maîtriser cette gymnastique. Là, on en parle, mais c'est extrêmement passionnant. Déjà parce qu'on rentre dans l'intimité profonde des gens, parce qu'on veut savoir, on a besoin de tout savoir, où ils sont nés, où ils sont mariés, comment, quel est leur patrimoine, comment est constituée leur famille. Donc on connaît plus de choses que leur médecin personnel, les 3/4 du temps. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que quand ils bougent, on remet en place le château de cartes. Par exemple, quand tu as des clients qui sont à Tokyo et qui te disent alors on me propose un poste à Singapour ou à voilà, et à chaque fois il faut réétudier la famille par rapport à ce nouveau contexte international. Donc c'est cette gymnastique d'esprit qui est passionnante. Très bien, je faisais référence à Carlos Ghosn sur le. Oui, mais c'est pas moi. Tokyo, poste à Beyrouth, mais voyage en soute. C'est pas moi qui l'ai emmené. Mais j'étais là 8 jours avant qu'il parte, effectivement. Passionnant, non. Et puis il doit y avoir des failles assez improbables, parce que finalement, quand un pays bouge sur un bout de sa fiscalité et que les autres en collatéral bougent pas, ou tu vois ce que je veux dire, finalement, tu dois avoir des endroits où tu te dis un Européen ou un Français qui paye pas suffisamment de taxes est rattrapé par les États-Unis. Il y a peut-être des endroits où justement c'est l'effet inverse, où t'es rattrapé nulle part et où en fait. C'est clair. On parlait des influenceurs, mais on peut parler aussi de toute cette jeune génération avec des portefeuilles de crypto-monnaies. C'est clair que s'ils restent en France, c'est pas pareil que s'ils partent à Dubaï ou à Malte récupérer leurs avoirs. Ça va tirer du monde là-bas. Merci beaucoup. Est-ce que t'as toi-même, Christelle, une martingale à toi? Alors, la martingale, on en parlait tout à l'heure. La martingale, on se l'est créée nous-mêmes. Souvent, on nous pose la question quel est le meilleur produit de placement? En tout cas, celui dans lequel on ne se trompe pas, ça reste quand même l'assurance vie. La martingale, on l'a créée au sein de Ritchie en créant ce que nous, on pense être le meilleur de tous les mondes de l'assurance vie. C'est-à-dire une assurance vie haut de gamme, indépendante de l'assureur, indépendante du distributeur, mais avec une gestion pilotée qui pilote à la fois le meilleur des deux mondes, les trackers et les actions, c'est-à-dire les OPCVM à l'intérieur. Gestion active, gestion passive. Oui, parce qu'en effet, le tracker, ou alors ce qu'on va appeler en effet je cherche, mais oui, c'est ça, les trackers, les ETF, merci, peuvent reproduire certaines choses, comme des mouvements dans de l'immobilier dans un endroit ou des choses comme ça, mais sans asset réel à l'endroit. Donc tu peux éviter certaines fiscalités. Et donc il y a des moments où c'est intéressant d'avoir des ETF, donc les trackers, et d'autres moments où c'est intéressant d'être dans l'économie réelle. Et donc nous, on aime bien les deux, donc on mixe les deux en fonction des... Et ça devient immensément, on va pas rentrer là-dedans, mais dans les trackers, il y a quand même des sous-jacents qui sont toujours liés à des trucs réels. Donc oui. pour les administrations fiscales, aller diguer là-dedans, ça doit être un enfer. Mais ce que les gens aiment dans les trackers, en fait, ce sont pas les trackers. Ce sont les frais qui sont diminués, les frais bas. Et c'est pour ça que dans nos actions sur Ritchie, donc Ritchie Life, on a mis des OPCVM clean share, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de rétrocession de commissions cachées, et du coup ils ont les mêmes attraits financiers de charges allégées que les trackers. Alors, on te retrouve justement sur ritchie.fr, c'est R-I-T-C-H-E-E, Ritchie, donc double E à la fin, .fr, donc qui est une plateforme de conseil patrimonial. C'est ça. Voilà. Où on peut faire son bilan patrimonial gratuitement, c'est-à-dire qu'on peut le faire en étant français et l'imaginer
en étant résident des Émirats, par exemple, pour voir quels sont les conseils qui sont donnés quand on est expatrié. Je t'ai pas demandé ça avant, mais est-ce que tu es prête à offrir quelque chose, je sais pas moi, à mes auditeurs qui viendraient de ma part? Ah oui, ils peuvent s'inscrire et demander à faire des visioconférences. Et je me ferai une joie déjà d'être présente à la visio. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas un conseiller, mais moi directement. Et puis, effectivement, on peut leur faire une remise si ils souhaitent avoir un bilan premium chez nous. Ok, bon voilà, un raz-de-marée alors, je te souhaite. De gens, j'espère que tu vas être débordé par les auditeurs de la Martingale. On peut t'ajouter sur LinkedIn, Christelle Biganzoli, donc Christelle Biganzoli, Biganzoli, j'y arrive. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un bon tour de tout ça. Merci. Je vais faire attention avant de partir à Dubaï m'installer. Non, c'est pas dans mes plans. Même si finalement, l'idée de l'étranger, je te disais que c'était pas du tout dans mes plans. Ça ne l'est pas en l'occurrence, mais ça reste toujours une petite lumière que tu vois. Tu te dis, ce serait sympa toujours de s'expatrier un peu. C'est quand même des belles années, des belles aventures. Mais les conséquences sur ton mariage, sur tes enfants, sur tout ce que tu fais en fait sont vraiment... Oui, mais il ne faut pas que ce soit un frein. J'en suis l'exemple même. C'est super de vivre à l'étranger avec des enfants, de leur permettre de devenir bilingues, trilingues. Ça ouvre des opportunités et quand ils grandissent, ça leur ouvre énormément le champ des possibles aussi. Et on peut régler tellement de choses en amont. C'est ce que j'allais dire, et simplement. Voilà, et simplement et pas cher en plus. 2-3 actes notariés, boum, boum, boum. Et puis, les choses sont hyper... sur ton mariage, sur ton testament, sur ta succession, etc. Notamment la succession, le mariage, ça ne concerne pas tout le monde. La succession, ça concerne tout le monde. Le plus dur, c'est le patrimonial, parce qu'il faut quand même réorganiser son patrimoine avant de partir à l'étranger. On n'en a pas forcément parlé là, mais il y a des produits qui s'exportent mal à l'étranger. Principalement le PEA, par exemple, tu peux le conserver, mais tu ne peux pas continuer à en bénéficier. Tout ce qui est PER et tout, j'imagine aussi. Hein, tous les... Si, tu peux conserver. Et les CPI, parce qu'elles ne sont plus franco-françaises, elles sont internationales. Donc, vendre des CPI à des expats, c'est criminel. Pourquoi ? On l'a dit tout à l'heure, parce que le sous-jacent immobilier européen impliquerait que l'expatrié remplisse une déclaration d'impôt en Allemagne, en Italie, en Espagne. Donc voilà, donc la SCPI, c'est vraiment pas le produit à conseiller à des expats ou des futurs expats. Et puis tous les produits de défiscalisation qui sont sur le long terme ne permettent pas de conserver la défiscalisation puisque tu quittes la France et donc tu ne peux plus en bénéficier. Oui, notamment si tu as payé tes 10 points à l'entrée de ta SCPI et que tu dois t'en séparer au bout de 3 ans pour revendre avec c'est pas une bonne idée, oui, en effet. Il y a mieux que les CPI, effectivement. Ok, écoute, mille merci pour tous ces éclairages. C'est plus clair pour moi. Et puis, on te rejoint sur Richie, sur LinkedIn, partout. Merci pour tout. Merci à toi, Mathieu. Merci à vous tous pour vos messages. Merci à ceux qui nous rejoignent aussi toutes les semaines, par dizaines, par centaines déjà sur Discord. Voilà, c'est assez rigolo. Petit à petit, j'échange avec certains d'entre vous et puis toute l'équipe. Et puis entre vous aussi, plein de bonnes idées qui viennent. Donc on continue. Voilà, sur le Discord de la Martingale, il y a le lien sur le site, je pense. Et puis voilà, abonnez-vous aussi à la newsletter de la Martingale. On envoie de plus en plus de choses avec des super outils avec l'équipe. On se régale avec vous sur la Martingale. Merci beaucoup. Salut, à la semaine prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.